Bonjour à toutes et tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue aux nouvelles têtes, bienvenue aussi bien sûr à ceux qu'on connaît déjà, qu'on a plaisir à retrouver aujourd'hui pour 2 bonnes heures de stream. Salut Julo, salut Sergio, salut Kyle, salut Ticlem, salut Cuculo, salut Velcanivel, salut mes passistants. Vous avez vu, on a un petit peu changé le décor aujourd'hui, on a momentanément délaissé notre petit studio au 3F74 de la Maison de la Radio à Paris pour nous installer exceptionnellement au Parlement européen à Strasbourg. On est arrivé hier après-midi avec Mathis et Cyril. Mathis qui court partout depuis ce matin avec son téléphone et Cyril qui s'est installé derrière une régie un peu plus grande que d'habitude avec aussi beaucoup plus de monde que d'habitude. Ici, enfin, vous le voyez peut-être pas, ça fourmille de gens, d'eurodéputés, d'attachés de presse, de chargés de mission, de conseillers. Depuis qu'on est arrivé, je crois qu'on a entendu 15 langues différentes. C'est l'un des cœurs vibrants, l'un des réacteurs de l'Union européenne en ce moment. C'est là où se tiennent tous les mois l'ensemble des séances plénières, ces moments où les eurodéputés débattent et votent les lois. Aujourd'hui, pendant 2 heures, on va parler d'Europe, on va parler de doutes, de souveraineté, de défense, d'agriculture, de budget. On va parler d'union et de désunion, de déception, de rêve, de solutions. On va parler de tout ça parce que les 8 et surtout le 9 juin, tous les Français vont aller voter pour les 80 eurodéputés qui représenteront la France au Parlement européen. Des députés qu'on va élire pour 5 ans. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Salut Caradox, salut Elost, salut Pignoufou qui nous rejoignent et salut Kyle qu'on attendait, salut Sergio aussi. C'est pas parce qu'on a changé de décor qu'on a changé le principe. Ce stream, on le fait donc avec vous, avec vos réactions, vos questions, vos coups de gueule aussi. Allez-y dans le chat, ne vous privez pas. Moi, j'essaie de relayer tout ça à nos invités. Alors, je dis nos invités, il se trouve que ce sont plutôt eux qui nous invitent. Ce sont eux qui nous invitent puisqu'on est au Parlement européen. On aura 9 eurodéputés aujourd'hui avec nous, 3 puis 3 puis 3 pour répondre à 3 thèmes. 9 eurodéputés qui vont répondre à vos questions. On va y aller par étapes, je vous explique. Au programme de 14h, alors 14h, il est 14h07, on a commencé un petit peu en retard. De 14h08 à 14h40, on va parler de défense. À l'heure où la guerre en Ukraine s'enlise aux portes de l'Europe, on va parler de fourniture d'armes, on va parler de souveraineté, de munitions, d'armées européennes. Et avec nous pour en débattre 3 eurodéputés, Emmanuel Morel pour la gauche, Nathalie Loiseau pour le groupe Renew et François-Xavier Bellamy qui va arriver dans un instant pour le groupe PPE. Tout ceci devrait nous mener aux 14h40, sonnante et trébuchante, et c'est promis, on sera à l'heure, pour libérer nos amis qui viennent de nous rejoindre, heure à laquelle on ira faire un tour du côté des agriculteurs qui grognent en France et ailleurs, partout en Europe. On va parler de pesticides, d'environnement, de nouvelles manières de faire de l'agriculture. On va aussi parler de subventions, de politique agricole commune, la PAC, et puis bien sûr de pacte vert. Ce sera avec Benoît Biteau pour les Verts, Jérémy Desserles pour Renew et Anne Sander pour le PPE. 40 minutes plus tard, il sera à peu près 15h20 et après ma longue introduction va se terminer. À 15h20, on ira interroger le concept de frontières, de migrants, d'immigration, d'intégration. On va parler de nationalité, on va parler de migrants qui meurent en mer, on va parler de Frontex. On va aussi parler de solutions. Ce sera avec Sylvie Guillaume pour les socialistes et démocrates, Fabienne Keller chez Renew et Jean-Lin Lacapelle pour le groupe Identité et Démocratie. Et si tous ces partis ne vous disent rien, on vous explique qui ils sont dans 1 minute. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, à peu près 7h à Rio, à peu près 10h en temps universel. Il est exactement 14h09 à Strasbourg. Il doit être à peu près la même heure à Paris. Et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonjour à toutes et tous. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On revient et on reste au Parlement européen. Et on ouvre un grand tiroir, celui de la défense. Alors bien sûr, où l'agression russe en Ukraine a bousculé les certitudes géopolitiques, géostratégiques, déstabilisé l'économie mondiale, et donc celle aussi de l'Union européenne. La guerre en Ukraine qui a par ailleurs ravivé les craintes d'un conflit qui s'inviterait sur le sol européen, alors que l'OTAN, alliance militaire, alliance nucléaire, pourrait, si Donald Trump était élu président américain à l'automne, et l'alliance de l'OTAN qui pourrait ne plus forcément s'avérer un outil efficace. Il est 14h09 au Parlement de Strasbourg. On vient de nous rejoindre 2 eurodéputés pour l'instant. Nathalie Loiseau à ma droite. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour madame. Vous représentez le groupe Renew. Le groupe Renew, c'est 101 élus, 24 pays. Renew qui représente 14% des eurodéputés. C'est le successeur direct de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Depuis le 25 janvier 2024, votre groupe est présidé par la Française Valérie Hayé, qui a succédé à Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné qui a été nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Gabriel Attal. Nathalie Loiseau, aujourd'hui aussi, c'est surtout vous qui présidez la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen. Bonjour madame. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. À vos côtés, Emmanuel Morel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes eurodéputé La Gauche. La Gauche, c'est quoi? C'est 13 pays, 37 eurodéputés. Vous êtes situé donc tout à gauche de l'échiquier politique. Votre groupe occupe un peu plus de 5% des 705 sièges au Parlement européen, avec donc 37 eurodéputés issus de 13 États membres. La gauche, dont la coprésidence est assurée par la Française Manon Aubry, la France Insoumise, et l'Allemand Martin Schirdewan, c'est Die Linke.
Il y a François-Xavier Bellamy qui va arriver dans un instant, qui sort de session, qui lui est un eurodéputé PPE. Le PPE, c'est le Parti populaire européen. Il va arriver dans une minute. Le PPE, c'est 27 États membres, 177 eurodéputés. C'est la première force politique du Parlement européen pour la 5e mandature consécutive. C'est vous dire si on attend François-Xavier Bellamy, qui est donc situé à droite de l'échiquier politique et qui totalise presque un quart des eurodéputés. Le PPE, qui est présidé par l'Allemand Manfred Weber, qui est issu en Allemagne de la CSU, le Parti chrétien social allemand, pardon, je bafouille, qui est allié au Parti chrétien démocrate CDU. Et je pense qu'on peut y aller. L'aide américaine pour l'Ukraine a franchi une étape décisive, avec 61 milliards de dollars, 2 ans de guerre en Ukraine. L'Union européenne, dans tout ça, est-ce que l'Europe n'est pas un peu à la traîne, Nathalie Loiseau? Alors, c'est l'aide américaine qu'on a attendue longtemps, des mois, en fait. Moi, je me suis rendue 6 fois en Ukraine depuis le début de la guerre. Cette agression russe sans précédent qui nous fait revenir dans une période de l'histoire qu'on espérait avoir quittée. On a construit le projet européen comme un projet de paix et on avait l'impression, depuis la chute du mur de Berlin, que finalement les menaces s'étaient éloignées. Et puis, petit à petit, avec beaucoup de signaux négatifs. Et finalement, février 2022, cette guerre d'agression russe en Ukraine, on voit la guerre revenir en Europe, parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est aussi près Kiev de Strasbourg que Strasbourg de Brest, pour donner une idée. Et l'Europe a été au rendez-vous tout de suite. Ça a été une révolution culturelle pour les Européens. Fournir de l'aide militaire. Il faut expliquer que l'Union européenne n'est pas faite pour faire la guerre, normalement. L'Union européenne a été construite pour faire la paix. Ne fait pas la guerre. Elle soutient un pays qui est agressé, elle l'aide à se défendre. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous n'avons pas l'intention d'être en guerre contre la Russie, mais nous considérons que l'Ukraine est agressée en violation flagrante du droit international et nous écoutons ce que dit Vladimir Poutine, qui veut remettre en cause la paix en Europe. À partir de là, nous avons tout à gagner à aider l'Ukraine, une démocratie agressée. Elle se bat pour sa sécurité, mais elle se bat aussi pour la nôtre. Donc le choix qui a été fait, c'est lui envoyer des armes, c'est l'aider à former 40 000 et bientôt 60 000 militaires ukrainiens par les Européens. On a même été précurseurs. On a évidemment besoin que les États-Unis continuent. Et ce moment, en décembre de l'année dernière, il n'y avait plus une seule livraison d'armes américaines à l'Ukraine. Et on a vu le front ukrainien souffrir, on a vu des pertes, on a vu des défaite, tout simplement parce que les armes et les munitions n'arrivaient plus. Il était temps que les Américains se décident. Simplement, est-ce que nous pouvons vivre au gré, par exemple, de l'élection américaine de novembre? Est-ce que notre sécurité, celle de notre continent, doit dépendre de ce qui se passe aux États-Unis? Je crois que la réponse est simple. Évidemment non. C'est pour ça qu'il faut qu'on renforce notre défense pour rester en paix, pour dissuader quiconque nous agresser. Merci Nathalie Loiseau. Salut Julien Duvexin, salut M. Pouid, salut Marie34, salut Alost. Monsieur Borrell, vous souscrivez aux propos de Nathalie Loiseau? L'Europe en fait assez? Moi je pense que, parce que là on parle beaucoup de l'aide américaine comme si c'était quelque chose de formidable et que nous les Européens on aurait à rougir, mais pas du tout en fait. Si on additionne toutes les aides financières, militaires, de munitions et autres envoyées à l'Ukraine depuis le début de la guerre, on est presque à 200 milliards. Donc en fait, première contre-vérité qu'on entend parfois, l'Union européenne est à la hauteur. Elle est à la hauteur. Salut le collègue Bellamy qui arrive. Voici François-Xavier Bellamy. Elle est à la hauteur en matière d'aide humanitaire, en matière d'aide militaire, en matière de financement. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que l'Europe n'a pas à rougir. Après, il y a plein d'autres questions qui sont posées. C'est-à-dire, comme l'a très bien dit Madame Loiseau à l'instant, c'est bien aussi de préciser que l'Union européenne n'est pas en guerre avec la Russie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que parfois, quand on entend certains dirigeants européens, on a l'impression du contraire. D'ailleurs, je me souviens de la ministre des Affaires étrangères allemande qui avait dit nous menons une guerre. Mais non, nous ne sommes pas belligérants et il ne faut pas que nous le soyons. C'est bien de le préciser. On aide l'Ukraine, c'est un pays agressé. On l'aide beaucoup, les États-Unis aussi. Mais pour autant, nous ne sommes pas dans une position de belligérants. C'est la raison pour laquelle, et là j'aurais peut-être un petit désaccord avec ma voisine, moi j'étais, comme beaucoup d'ailleurs de collègues, un peu stupéfait quand Emmanuel Macron, au hasard d'une conférence, a dit qu'il envisageait éventuellement un envoi de troupes françaises là-bas. Ça, je pense, c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser.
Et là, il y avait un vrai désaccord politique. Bon, mais depuis, je crois qu'il rétropédale un peu parce que comme même les partenaires les plus belliqueux à l'encontre de la Russie, je pense notamment aux Polonais, ne le suivent pas. Même les Américains eux-mêmes ont dit non, mais là c'est quelque chose qu'on franchira pas. Bon, il est revenu à des meilleures intentions. Et la troisième chose, donc on aide l'Ukraine. Pour autant, on n'est pas en guerre. La troisième chose, c'est pas parce qu'il y a ce conflit qui est grave, qui est historiquement, qui marque une rupture, que pour autant, il faut choisir une politique de fuite en avant. Et moi, je suis inquiet quand Madame von der Leyen, par exemple, sans avoir concerté grand monde, nous explique que il faut accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et d'autres pays à l'Union européenne. Moi, je suis en défaveur de cet élargissement. Je pense qu'en plus, si par hasard on choisissait cette solution, il faut demander l'avis aux gens, et notamment aux Français, qui ne sont pas suffisamment consultés sur des choses aussi graves, aussi existentielles, j'oserais le dire. Et ça fait partie du débat qu'on a devant nous, là, dans les semaines et les mois qui viennent. Je vois ticker Nathalie Loiseau, mais je vais d'abord souhaiter la bienvenue à François-Xavier Bellamy. Merci de nous rejoindre. Je suis absolument désolé de mon retard, c'est les joies du direct. J'étais dans l'hémicycle pour intervenir et j'ai été retardé par la libération inopinée d'une colombe dans l'hémicycle, ce qui évidemment nous relie au sujet de notre échange. Bienvenue à vous et donc bienvenue à cette colombe. François-Xavier Bellamy, eurodéputé PPE. Nous parlions du conflit, de l'agression russe en Ukraine, avec les 61 milliards de dollars qui ont été débloqués par les Américains. Est-ce que l'Europe est à la traîne, François-Xavier Bellamy? Est-ce qu'on en fait assez? Faut-il en faire davantage? Il faut faire ce qui est nécessaire pour renforcer les Ukrainiens dans leur combat. Et ce qui est nécessaire, ce n'est pas d'agiter en effet des spéculations très, très abstraites, mais d'apporter concrètement aux forces ukrainiennes les armes, les munitions, les équipements, les formations dont elles ont besoin pour pouvoir tenir face à cette agression. C'est ce que demandent les Ukrainiens tous les jours, c'est ce dont ils ont besoin. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un décalage immense entre les déclarations et la réalité des faits. L'effort est déjà important, bien sûr, mais dans un pays comme le nôtre, je crois qu'il pourrait être plus concret. Je vois aujourd'hui, y compris pour nos forces armées d'ailleurs. Il pourrait être plus concret comment? Avec le général Christophe Gomard, qui est le numéro 3 de notre liste pour l'élection européenne. Nous étions il y a quelques jours dans une usine en France qui fabrique des véhicules blindés, qui en l'occurrence en envoie en Ukraine. Et le volume est très faible. Ils sont restés sur un rythme de production qui finalement est très ordinaire, même un peu en deçà de la normale pour eux. Le seul contrat qu'ils ont pour venir soutenir l'Ukraine s'arrête dans quelques jours. Ils n'ont pas de visibilité sur la suite. On voit bien qu'on est très loin de l'expression d'économie de guerre qui a été parfois employée. Et la situation de guerre en Ukraine doit aussi nous réveiller sur la fragilité de nos propres forces armées. Parce que si nous étions demain en première ligne face à un conflit de haute intensité, nous n'aurions pas de quoi fournir à nos forces armées les équipements, les munitions pour tenir dans la durée. Malgré leur courage et leur engagement, nous sommes aujourd'hui vulnérables. Et donc, au fond, cette situation, elle appelle à une réaction très concrète. Je crois qu'on a besoin, c'est ce que nous proposons par exemple avec les Républicains, avec la droite, nous proposons de tripler le montant du Fonds européen de défense, de faire en sorte qu'il soit effectivement réservé à des entreprises européennes. Ça, je crois que c'est une bataille qu'on partage ensemble. Aujourd'hui, les Européens mettent 8 milliards d'euros dans ce Fonds européen de défense qui sert à la recherche, à l'innovation en matière d'industrie de défense. Ce n'est pas ça qui est nécessaire dans l'immédiat pour les Ukrainiens, mais sur le long terme, c'est de ça qu'on a besoin pour retrouver notre résilience. Et aujourd'hui, il faut augmenter le budget de ce fonds. Il faut faire en sorte qu'il puisse être réservé à notre industrie de défense en Europe pour faire que l'Europe demain soit plus indépendante dans sa riposte collective face à des menaces comme celles que nous vivons aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy. Messieurs, vous avez fait ticker Nathalie Loiseau à ma droite, il me semble. Alors, non, il y a tous les deux. D'abord M. Morel, puis ensuite M. Bellamy. Il y a beaucoup de choses qu'on partage. Je dirais tout d'abord sur l'élargissement. D'abord, on a le choix entre l'élargissement et l'encerclement. Aujourd'hui, le voisinage de l'Union européenne est instable. Certains veulent venir vers nous, souverainement, librement, et font tout, y compris se battre, pour y parvenir. Est-ce qu'on veut les laisser sous l'emprise de la Russie ou pour certains de la Turquie ou des pays du Golfe? Je ne suis pas sûre que ce soit notre intérêt. Est-ce que ça va se faire en accélérant? Bien sûr que non. L'élargissement, ça se fait selon les mérites de chacun. Ça prendra du temps, sans doute même beaucoup de temps. Et de toute façon, comme pour chaque élargissement, chaque pays et chaque population aura son mot à dire. Mais cette perspective permet d'arrimer. On est le seul espace au monde que des pays veulent librement rejoindre. C'est à la fois une fierté, une force, un formidable défi, mais il faut être capable de le relever.
S'agissant de l'industrie de défense, je partage le constat qu'il faut faire plus, même si on fait déjà beaucoup. Les canons César qui sont présents sur le sol ukrainien, allez en Ukraine, n'hésitez pas à découvrir ce pays et à entendre ce que disent les Ukrainiens plutôt que de parler à leur place. Ils font la différence quand ils sont là. Est-ce qu'il y a assez de commandes? Non. Ce n'est pas le Fonds européen de défense qui, comme vous l'avez très bien dit, est un fonds pour la recherche et l'innovation des armements du futur. Il est nécessaire également. Mais ce n'est pas lui qui va répondre aux besoins des Ukrainiens. Il faut aujourd'hui être capable de financer ces commandes. À un moment où partout en Europe, on nous dit « Attention, les budgets sont contraints ». Les industriels nous disent « On n'a pas assez de commandes ». Moi, ça fait plus de 6 mois que j'entends ça. Je le comprends. Les deux ont raison. Les deux disent la vérité. Dans ces cas-là, il faut faire, pour une menace aussi existentielle que l'a été le Covid en son temps, ce qu'on a fait pour le Covid. Il faut emprunter en commun de quoi acheter, commander rapidement des armes pour l'Ukraine, parce que les premiers qui sont pressés que cette guerre se termine, ce sont les Ukrainiens. Elle se terminera d'autant plus vite qu'on les aura aidés. Il y a Mathias, 1644, qui demande qui a tiré sur la colombe au final. François-Xavier Bellamy, vous vous renseignerez à la fin. Plus sérieusement, il y a Marie 34 qui demande « Souhaitez-vous sortir de l'OTAN ?» et qui demandait juste avant « Souhaitez-vous une armée européenne ?» Faut-il une armée européenne? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Monsieur Morel. Qu'est-ce que ça veut dire une armée européenne? Parce que je vais le dire assez brutalement. Si c'est un général polonais qui commande l'armée française, le tout sous influence de Washington, j'en veux pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que il y a des propos comme ça à la défense européenne, l'armée européenne, mais après, il faut en revenir au concret. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la souveraineté d'une nation? C'est la justice, la police, des frontières et l'armée. Décider comme ça de passer à une armée européenne, c'est-à-dire revenir sur la souveraineté nationale, ça mérite un sérieux débat. Et d'ailleurs, il y aura ce débat, parce que quand je vois M. Draghi, qui, dans un texte récent, nous dit qu'il faut passer à un État européen, quand je vois la tentation de certains dirigeants, je ne parle pas sur ce plateau, hein, certains dirigeants, notamment Mme von der Leyen, qui disent qu'il faut faire un saut fédéral, il faut renoncer à l'unanimité, même dans les matières aussi décisives et existentielles que la défense ou la diplomatie, ça mérite un sérieux débat. Et en ce qui me concerne, c'est non, 3 fois non. Après, qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait de la mutualisation au niveau militaire, je suis pour. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, d'abord, c'est l'effort de défense français. Or là, très clairement, on est aujourd'hui à 1,9% du PIB. Sous François Mitterrand, on était à 3,5%. Donc vous voyez, ça a quand même largement baissé. Et je pense que compte tenu des changements, des bouleversements qui ont lieu dans le monde et des menaces qui sont multiformes, oui, il faut un effort de défense supplémentaire au niveau français. Mais encore une fois, pour ce qui concerne l'armée européenne stricto sensu, moi je suis en désaccord total. Quant à l'OTAN, ça c'est quand même un problème. C'est-à-dire que la plupart de nos partenaires et de nos États membres, il faut le dire la vérité... Peut-être qu'on parlera de l'OTAN immédiatement après. Oui, je pense que François-Xavier Bellamy... Il y a quand même un problème, c'est qu'on parle de défense européenne, d'armement européen, d'efforts sur le FED ou ASAP ou tout ça. Le problème c'est quoi? C'est que nos pays membres, ils achètent américains. Ils n'achètent pas européens. Et d'ailleurs, vous avez le PDG de Dassault hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui disait nous, concrètement, l'effort de défense européenne, on ne l'a pas vu, ça va essentiellement vers les Américains. Ça, je m'excuse, c'est aussi un problème. C'est pas tout à fait vrai. Je saisis l'occasion pour dire à Emmanuel Morel, il faut vraiment venir chez nous parce que je ne suis pas sûr que votre camp défende toujours les frontières, la police, la justice et l'armée. C'est pas un débat politique aujourd'hui, François-Xavier Bellamy. Non, mais c'était une incise. Mais cela étant dit, je suis totalement d'accord avec ce que disait Emmanuel Morel à l'instant. La droite n'a pas le monopole de la souveraineté et de la défense de la souveraineté. Et en l'occurrence, on du patriotisme. On se rejoint dans ce combat. Moi, je suis absolument défavorable à l'idée même d'une armée européenne. J'irai plus loin encore qu'Emmanuel Morel. Je crois qu'en réalité, derrière cette idée, il y a une fiction dangereuse. Emmanuel Macron avait parlé d'une armée européenne. Aujourd'hui, il n'en parle plus. Il a parlé d'une armée européenne. Aujourd'hui, il n'en parle plus, dont acte. Mais le fait est que, en réalité, c'est d'abord ne pas comprendre que l'Europe, son modèle à elle, c'est d'être une alliance de démocratie souveraine qui s'associe pour se renforcer et non pas pour se dissoudre. L'armée, c'est le lieu régalien par excellence. C'est le lieu de la souveraineté parce que c'est le lieu de la grande question de la guerre et de la paix. Et aujourd'hui, en Europe, c'est ça qui fait la force de l'Europe et sa beauté. Et on ne doit pas renoncer à ça. On n'est pas moins pro-européen parce qu'on aime l'Europe
telle qu'elle est, parce qu'on aime l'Europe pour son modèle à elle. Son modèle, c'est la diversité qui la constitue. On n'appelle pas armée la même chose en France, par exemple, et en Allemagne. En Allemagne, pour que l'armée intervienne sur un théâtre d'opération, il faut d'abord que le Parlement se soit réuni, qu'il ait voté un mandat d'intervention avec des conditions précises d'ouverture du feu, parce que l'Allemagne a une démocratie parlementaire qui, pour beaucoup de raisons historiques qu'on comprend très bien, exerce ce travail de contrepoids permanent sur la décision régalienne et sur la décision notamment militaire. En France, on a un modèle complètement différent, où un président de la République, élu au suffrage universel, peut décider d'engager nos armées sur un théâtre d'opération extérieure sans prévenir le Parlement de sa propre décision, en le consultant après coup. Donc si on devait demain s'orienter vers un modèle commun, en fait, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on appelle armée? Et comment interviendrait une armée européenne? Donc, ça n'a pas de sens, en fait. Et on fragilise l'Europe à force de faire croire que la défendre serait avancer vers cette forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom et qui voudrait dissoudre nos pays et leur souveraineté dans un grand tout européen. Et je partage l'inquiétude d'Emmanuel Morel sur ce point. Il y a plusieurs tiroirs dans cette question, Nathalie Loiseau. C'est-à-dire que là, j'entends agiter un épouvantail qui n'existe pas. Personne ne parle d'une armée européenne. Personne. En revanche, une défense européenne. Quand j'entends Emmanuel Morel dire « si c'est être sous le commandement d'un Polonais, non merci ». Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en mer Rouge? Il y a une opération navale européenne dirigée par la Grèce avec des navires notamment allemands et français. Mais on est dans le cadre de la coopération. C'est une opération. Oui, mais il y a un commandant qui n'est pas un commandant français et ça fonctionne. Et heureusement, parce que si nous pensons que face aux menaces que nous avons en face de nous aujourd'hui, chacun dans notre coin, nous y parviendrons, c'est une erreur. Et puis je vous rappelle que dans quelques semaines, nous célébrerons l'anniversaire du débarquement allié en Normandie et que c'était des forces américaines, britanniques, canadiennes, françaises de la France libre qui, sous commandement unique, sont venus nous libérer de l'Allemagne nazie. Pour autant, là encore, cet épouvantail de l'armée européenne, il n'existe pas. Mais nous avons besoin d'une défense européenne beaucoup plus forte. Je partage la critique sur le fait que pendant des années, voire des décennies, on a sous-investi en matière de défense. Je me souviens de Laurent Fabius nous parlant des dividendes de la paix et du fait qu'on pouvait avoir des dépenses sur d'autres sujets. On a pris beaucoup de retard. Je me souviens de Nicolas Sarkozy diminuant le nombre de militaires, diminuant les crédits de la défense. On a pris du retard qu'on est en train de rattraper depuis 2017, heureusement. Mais on n'y est pas encore. Alors, la question de l'OTAN. Moi, je regarde l'OTAN avec réalisme. Nous en avons besoin. Nous sommes d'ailleurs des membres actifs de l'OTAN. La France est présente, par exemple, dans les États baltes, avec des survols qui rassurent les États baltes qui sont à la frontière avec la Russie. Nous sommes présents en Roumanie. Nous rassurons les Roumains qui ont une frontière avec l'Ukraine. Et nous sommes souvent critiques du fonctionnement de l'OTAN, mais nous le considérons comme nécessaire. Ceci étant, dans l'OTAN, il y a deux énormes inconnues permanentes. La Turquie, tout d'abord, qui est membre de l'OTAN et dont les choix stratégiques ne sont pas nécessairement compatibles avec nos intérêts immédiats, notamment en Méditerranée. Et puis des États-Unis, dont on a entendu Donald Trump dire qu'il serait prêt à encourager des adversaires des pays européens à les attaquer si nous n'étions pas suffisamment vassaux, pour revenir à ce que disait Emmanuel Morel. Et là, il a raison. Il y a trop d'achats d'armes non européennes par les Européens. Alors, Dassault n'a pas à se plaindre puisqu'il a vendu des Rafales en Grèce, en Croatie et qu'il travaille à en vendre en Serbie. Donc Dassault n'a pas à se plaindre. Mais Dassault aime bien chouiner sur la défense européenne. C'est leur choix. Ceci étant, l'engagement que je prends pour la suite du Vous parlez d'une entreprise qui a beaucoup plus fait pour la défense française et européenne que, je pense, bien des élus ici présents. Donc je pense qu'il faut quand même garder un peu de respect pour ceux qui font vivre aujourd'hui notre industrie de défense. Et je rencontre régulièrement les personnalités qui s'occupent de Dassault, mais il y a un positionnement assumé d'Éric Trappier qui aime bien critiquer la défense européenne. Je le respecte, mais je peux ne pas être d'accord. Je pense que... Mais il y a une manière d'exprimer ces désaccords. Je ne me suis pas tout à fait tourné les pouces pendant 5 ans sur la défense européenne, cher François-Xavier Bellamy, donc je m'autorise aussi à avoir un avis. Et ce que je considère, c'est que nous devons aujourd'hui nous battre, imposer une préférence européenne à chaque fois que l'argent du
contribuable européen sera consacré à la défense. Faire exactement ce que font les États-Unis. Quand il y a de l'argent du contribuable, ça va à une entreprise, pour nous, européenne. C'est une évidence. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on le propose au Parlement, nos collègues le refusent, avec une obstination depuis au moins 10 ans. Mais vous savez, beaucoup de choses ont changé. Je me souviens des Verts, par exemple. Quand je suis arrivée en 2019, ils ne voulaient entendre parler de défense. On s'éloigne un petit peu du cadre de notre débat, je crois, qui est davantage un éclairage qu'un débat, chers amis. Étrangement, en quelques temps, et en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ont voté à peu près tout ce qu'on a proposé sur la défense. Heureusement que tout le monde n'est pas conservateur et ne regarde pas l'Europe dans le rétroviseur. Il y a une question dans le chat d'Ailos qui demande comment concilier recherche de la paix et économie basée sur la guerre. La France est le deuxième pays exportateur d'armes au monde. Est-ce que c'est pas un dilemme qui est contradictoire? Et moi j'y ajoute, avec quel instrument en fait on débloque du budget alors même que l'UE n'est pas vraiment équipée juridiquement pour débloquer des sous pour l'Ukraine, très concrètement? Avoir une industrie de défense, la question est posée dans le avoir chat. des équipements de défense, avoir une armée, aider des pays attaqués, c'est dissuader un agresseur. C'est par exemple ce qu'on a fait en Arménie récemment. La France a envoyé des armes et des formateurs en Arménie. Pas parce que l'Arménie a envie de déclencher une guerre, on est même certain du contraire, mais parce qu'on veut éviter qu'elle soit agressée par d'autres pays. On a besoin d'une défense, on ne peut pas être une puissance respectée sans tous les attributs de la puissance, et notamment la défense. Comment on finance ça? C'est une vraie grosse question aujourd'hui, notamment parce que les traités sont effectivement très prudents sur ce qu'on peut faire ensemble. On a des instruments qui permettent aujourd'hui, par exemple, de financer de l'envoi d'armement en Ukraine. Ça s'appelle la Facilité européenne pour la paix. Techniquement, ce n'est pas exactement le budget européen, mais c'est quand même tous les Européens qui se mettent d'accord ensemble. Et c'est une forme de solidarité où ceux qui sont riches, c'est un soutien aux industries nationales en recherche et développement. Il faut l'expliquer un petit peu comme ça. C'est pas tout à fait ça. C'est la possibilité, allez, on va dire pour les Allemands parce qu'ils sont riches, d'aider, par exemple, les Lituaniens à envoyer du matériel en Ukraine. C'est de la solidarité au service d'un projet commun de défense d'un allié attaqué. Donc tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont été inventées dans les dernières années, qui ont été utilisées. Il faut continuer à avoir cette capacité à ne pas en rester au statu quo, parce que le statu quo, il nous allait pendant la guerre froide, en oubliant d'ailleurs radicalement toute l'Europe de l'Est qui, elle, était derrière le rideau de fer. Il nous allait quand on a cru qu'il y avait la fin de l'histoire. On s'aperçoit aujourd'hui que ça ne correspond plus aux réalités. Ukraine, bien sûr, mais autres menaces. N'oublions pas le terrorisme, n'oublions pas la guerre hybride, n'oublions pas le fait, puisque j'en parlais sur la mer Rouge, que nos voies de circulation maritime, là où passent nos navires de commerce, sont souvent menacées. Personne ne souhaite faire la guerre en Europe, mais on veut défendre nos intérêts. François-Xavier Bellamy. Sur la première Monsieur Morel, vous avez le droit d'intervenir aussi. Je voyais que M. Bellamy faisait un signe pour couper la chic de Nathalie Loiseau. Ah non, je ne le ferai pas. Très rapidement sur la première question. Il y a une leçon de l'histoire qui dure depuis le début de la civilisation européenne. C'est que si tu veux la paix, prépare la guerre. Et la vérité, c'est que ce qui incite le plus à la guerre, c'est ce qu'on vit malheureusement aujourd'hui dans les inquiétudes qu'on partage pour le peuple arménien, en ce jour de commémoration du génocide des Arméniens. Ce qui incite le plus à la guerre, c'est la vulnérabilité des démocraties quand elles n'ont pas les moyens de se défendre face à ceux qui les menacent. Aujourd'hui, il faut regarder le monde tel qu'il est. Dans les dernières années, on a vu les grandes puissances mondiales se réarmer à toute vitesse. Je pense à la Chine, par exemple, qui construit, je crois que c'est tous les 3 ans, l'équivalent de la marine française. On voit à quel point aujourd'hui nous sommes distancés. Le but n'est pas de rentrer dans une course aux armements, mais de garantir que nous ayons les moyens de nous défendre face au retour de la perspective de conflits de haute intensité. Et si nous ne faisons pas ce travail, alors nous connaîtrons la guerre. Donc il n'y a pas de contradiction entre défendre la paix et se donner les moyens d'assumer notre protection. Emmanuel Morel. Non, mais si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est vrai. Ça a toujours été vrai, mais utilise aussi intelligemment ta diplomatie. C'est peut-être là, notamment au niveau français. Moi, je rencontre beaucoup de diplomates éprouvés parce que le quinquennat, les 2 quinquennats, vous le savez, parce que vous connaissez ce corps de métier. J'ai été 27 ans diplomate. C'est pour ça. Vous savez comme moi qu'ils sont un peu chagrins et très bousculés par un président qui ne les considère pas à leur juste valeur. Et moi, je regrette d'ailleurs que la diplomatie française ne soit pas suffisamment utilisée aujourd'hui. Par exemple, plein de conflits différents. Et même sur la question Ukraine-Russie, le président de la République, au départ, Macron,
se targuait d'être celui qui pouvait parler avec Vladimir Poutine, avoir un lien particulier avec la Russie. Et là, on est sur un alignement avec d'autres pays qui n'ont pas notre histoire et qui n'ont pas notre tradition. Et moi, je le regrette. Et plus largement, je regrette que la voix de la France, qui normalement compte dans le monde, ne soit pas suffisamment écoutée par nos partenaires. Voilà, ça fait partie des choses que je regrette. Après, qu'il faille être vigilant par rapport à toutes les menaces. Et donc, ce n'est pas seulement de l'armement, de la production de munitions. Madame Loiseau parlait de guerre hybride. Mais ça veut dire un énorme effort de recherche et de développement. On a des chercheurs extraordinaires. Je vais prendre un exemple. On a une chercheuse française, Anne Canto, qui vient de recevoir le prix Irène Joliot-Curie de la scientifique de l'année. Son boulot, c'est quoi? C'est de la cryptographie quantique, la cybersécurité. Sauf qu'elle, elle continue à bosser au CNRS pour un salaire modique, là où finalement la plupart de ses collègues se sont barrés chez Google, chez Amazon, parce qu'ils sont payés 10, 100 fois plus. Il faut qu'on garde nos chercheurs, qu'on les aide et qu'on mette beaucoup plus de crédit que ça ne l'est. On s'éloigne un peu. Non, je suis une désolé. question sous-jacente. C'est hyper important. Et sur le temps qui nous est imparti, quand on voit par exemple les nouvelles menaces avec l'intelligence artificielle, les questions qu'on se pose, qu'on s'est posées au Parlement européen, est-ce que oui ou non on accepte les robots tueurs sur le continent européen, on est contre, mais d'autres pays comme la Chine ou par exemple les États-Unis y travaillent. Ça, c'est des questions qui ne sont pas directement liées au budget de la défense stricto sensu, mais qui sont passionnantes et sur lesquelles il doit y avoir des décisions publiques. C'est dans le débat public, c'est pas du tout extérieur à notre discussion depuis tout à l'heure. Merci Emmanuel Morel, Nathalie Loiseau, puis François-Xavier Bellamy, pardon. Il nous reste 5 minutes à peu près. Personne plus qu'Emmanuel Macron n'a tenté la voie diplomatique avec Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs été critiqué pour ça, mais on ne peut pas lui faire le procès. Il a tout tenté, il a pris tous les risques pour essayer de ramener à la raison le président russe. C'est manifestement impossible parce que le but de Vladimir Poutine, ça n'est pas, j'allais dire, un morceau du Donbass qui serait déjà inacceptable, parce que ce serait porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un pays souverain, mais c'est nier l'existence même de l'Ukraine. Le but de l'aide que nous apportons à l'Ukraine, c'est de la mettre en situation de négocier en position de force. Dans quelques semaines se tiendra en Suisse un sommet sur la paix, lancé par l'Ukraine, à l'initiative de l'Ukraine, avec notre aide à tous, parce qu'il y a un plan de paix ukrainien sur lequel Vladimir Poutine s'essuie les pieds. Donc soyons réalistes et je rends hommage à mes collègues diplomates qui sont partout, dans tous les pays les plus difficiles et dont l'expertise est évidemment fortement écoutée. Je parlais de guerre hybride. Vous répondez immédiatement technologie, science, pourquoi pas? Moi, je vous réponds Parlement européen et ingérence. Parce que nous voterons demain un texte sur les ingérences russes au Parlement européen. Et ça, c'est pas technologique, ça ne demande pas grand-chose. On sait qu'il y a des gens qui ont été payés pour répéter dans cet hémicycle le récit de propagande de Vladimir Poutine. Ça ne demande pas de technique quantique. Il y a aujourd'hui à l'extrême droite et malheureusement à l'extrême gauche du Parlement européen des gens qui répètent comme des perroquets les arguments de Moscou. C'est inacceptable. Au lieu de défendre les intérêts des Européens, ils se dépêchent de défendre les intérêts de pays qui nous sont hostiles. J'ai été engagée sur ce sujet depuis le début. J'ai alerté depuis des années. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une réalité qui n'a fait qu'augmenter et qui augmente en période de campagne électorale avec beaucoup de manipulation de l'information. Merci Nathalie Loiseau. François-Xavier Bellamy. Moi, je partage tout ce qui a été dit. Je vous ai vu tiquer il y a 1 minute 30. Tiquer, non, je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. Vous connaissez mieux la diplomatie que moi. Je ne crois pas que la suppression du corps diplomatique était la meilleure manière de servir une diplomatie solide pour la France et pour l'Europe. On n'a pas supprimé les diplomates, je vous rassure. Heureusement, c'est quand même la moindre des choses. Juste peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'il y a un dernier élément de votre question qui est fondamental, c'est la capacité de nos pays, de notre Europe à assurer sa sécurité d'approvisionnement dans des filières qui sont stratégiques. On a parlé, bien sûr, on l'a vu pendant la crise du Covid, de notre dépendance sur les questions de santé, mais il faut aussi qu'on soit capable de garder une agriculture qui produise notre alimentation pour ne pas perdre notre sécurité alimentaire. C'est ce qui est en train de se produire, ou ce qui risque de se produire aujourd'hui, de reprendre notre sécurité énergétique. On voit bien à quel point le pari du tout renouvelable, le combat contre le nucléaire a été aujourd'hui l'occasion pour la Russie de créer une dépendance européenne qui nous coûte très cher, qui nous coûte cher aussi, par exemple, quand il s'agit de défendre l'Arménie. Et je regrette que
aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'initiative pour dénoncer le contrat gazier avec l'Azerbaïdjan. Emmanuel Morel avait porté cet amendement, je l'ai soutenu parce que je crois qu'on a besoin de sortir de cette vulnérabilité. Et vous voyez, c'est des choses auxquelles on ne pense pas assez, mais les sujets économiques sont aussi des enjeux géopolitiques. Et garder en France, en Europe, la capacité de travailler et de produire ce dont nous avons besoin, retrouver une économie prospère, c'est aussi un élément clé de notre sécurité de demain et de la liberté de nos démocraties face aux menaces géopolitiques auxquelles nous serons confrontés. Merci François-Xavier Bellamy. Chers amis, l'heure tourne. Votre droit de réponse peut-être et le vôtre, Monsieur Morel, en 30 secondes, s'il vous plaît. Nathalie Loiseau d'abord, peut-être. Bon, je n'ai pas vraiment de droit de réponse parce que je suis d'accord absolument sur le fait que la sécurité aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que la défense au sens strict. C'est la sécurité énergétique et oui au nucléaire, bien sûr. C'est dommage d'avoir voté contre, mais ça... Nucléaire, jamais de la vie. Et on n'est pas dans un débat politicien, on est sur Twitch, jamais de la vie. C'est quand même des débats politiques importants. Et oui, malheureusement, ça aura été la ligne de votre délégation au cours des dernières années. Je suis favorable au nucléaire et en plus, vous le savez, alors soyez pas de mauvaise foi. C'est quand même un peu... Et tout ce qui est sécurité sur les matières critiques, sécurité sur les infrastructures stratégiques, je pense aux câbles sous-marins, je pense aux satellites de télécommunications. Et ce sont des sujets sur lesquels nos efforts nationaux ne pourront pas suffire. Aujourd'hui, il y a un pays qui le sait, qui le dit peu, mais qui va essayer de travailler avec nous, c'est le Royaume-Uni. Il a quitté l'Union européenne et il essaye de revenir vers nous. Parce que surveiller des câbles sous-marins, surveiller des satellites, ça ne se fait plus tout seul, même quand on est un grand pays comme le Royaume-Uni ou comme la France. Merci Nathalie Loiseau pour ces 30 secondes. Monsieur Morel. 30 secondes, on parle des 30 ingérences. Secondes, comme Nathalie Loiseau. Alors, il y a les ingérences russes, on pourrait parler des ingérences chinoises, et ça concerne plein de groupes. Mais moi, je vais vous parler d'un autre petit pays dont on ne parle pas suffisamment, alors qu'il mène une véritable politique de nettoyage ethnique en Arménie, c'est l'Azerbaïdjan. Et là, il y a vraiment un double discours des dirigeants européens. C'est-à-dire à la fois, on se dit solidaire de l'Arménie durement éprouvée en ce moment, et en même temps, Mme von der Leyen va, en grande pompe, à Bakou, signer un accord gazier avec un régime dictatorial. J'ai bientôt fini. Et ce double langage, il est insupportable. Alors si on veut vraiment soutenir les Arméniens, et je crois que ça tient au cœur de beaucoup de forces politiques françaises, il faut en tirer toutes les conséquences. Merci Emmanuel Morel. François-Xavier Bellamy, le mot de la fin. Il faut en tirer toutes les conséquences. Je poursuis la phrase d'Emmanuel Morel et dénoncer cet accord gazier. Et moi, je crois que le gouvernement français devrait le demander aujourd'hui au Conseil. C'est absolument indispensable. On ne peut pas être sérieux et solide, y compris dans notre sécurité, si on donne le sentiment qu'on a un double discours. Et c'est malheureusement aujourd'hui ce qui est souvent reproché à l'Europe par beaucoup de ses voisins. Si on veut être cohérent dans notre défense de la liberté, dans notre défense des principes fondamentaux, des droits fondamentaux, alors dans ce cas, effectivement, il faut lutter contre toutes les ingérences, y compris celle de l'Azerbaïdjan qui, malheureusement, aura avancé ses pions en organisant cette dépendance, y compris dans nos institutions. Merci François-Xavier Bellamy, merci Nathalie Loiseau, merci Emmanuel Morel.